C'est bon. Merci Kevin. Bienvenue à tous. Je m'appelle Benjamin Delépierre, je suis CTO chez Hardworking. Ce soir, on va faire un exercice un peu compliqué. On va essayer de sortir une boule de cristal et voir quel va être l'avenir du domaine de la plateforme et de la communauté de PHP. Parce qu'en France, c'est une technologie qu'on adore. Et savoir où on va, ça me paraît assez critique aujourd'hui pour déterminer les choix de carrière et qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années. Alors, on va y venir. S'il y en a parmi vous qui ont besoin de se connecter au Wi-Fi, vous pouvez faire des recherches pendant que je fais ma présentation, ça ne me dérange absolument pas. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment les avions? Est-ce que vous reconnaissez cet avion-ci en particulier? C'est un MiG. C'est un MiG, effectivement, c'est un MiG-25, exactement. C'est l'un des rares avions de combat qui est capable d'atteindre Mach 3. Et il peut voler à peu près par tous les temps, dans le sable, dans le blizzard. Il est assez résilient. Et les Américains ont réussi à mettre la main dessus, puisqu'un pilote a fait des versions au Japon. Et ils l'ont désossé. Ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, c'est un coucou des années 60. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce qu'à une époque où l'armée américaine mettait des transistors partout dans son avionique, les Russes, pour le MiG-25, avaient mis des lampes. Des vieilles lampes, en fait, pour faire office de transistor. Et le résultat, c'est que cet avion est résistant à la guerre nucléaire. C'est-à-dire que vous avez une guerre nucléaire, vous faites péter une ogive dans la stratosphère, vous grillez tous les circuits, tous les avions de l'OTAN sont au sol. Sauf ce truc, qui continue à voler comme si de rien n'était. Ce que j'aime beaucoup chez les Russes, c'est leur capacité à fabriquer des technologies, des outils et à trouver des solutions qui marchent dans tous les cas de figure et quoi qu'il arrive. Les trucs qu'ils font sont résilients. PHP a suivi un peu le même destin, j'ai envie de dire. On est parti d'un truc qui était dégueulasse à la base, qui n'était pas supposé avoir le succès qu'il a eu et pourtant maintenant il marche et maintenant il est devenu complètement enterprise grade. Et il fait jeu égal avec les standards industriels. Comment on en est arrivé là? Je pense que si on veut essayer de parler de l'histoire, du futur de PHP, il faut d'abord comprendre son histoire. Moi, ce qui m'a fait me poser des questions, c'est cette vidéo. Je vais vous mettre directement, parce que voilà, on va se passer directement dans les années 90, les années 90, quand PHP a commencé à arriver. Et vous allez voir que très rapidement, PHP qui n'existait pas encore, a gagné une popularité énorme jusqu'à pratiquement faire jeu égal avec JavaScript, pas avec Java, faut pas déconner. Mais il a mangé les parts de marché de C et C++. Vous voyez qu'au fur et à mesure que PHP et JavaScript prennent du terrain, C et C++ sont relégués au second plan. Dans les années 2000, on fait quasiment que du JavaScript et du PHP pour du web, et il n'y a pratiquement plus grand monde qui fait du C, du C++. Il y a un petit peu de Perl, mais globalement, voilà, les trois technologies qui vont dominer le marché pour les 10 années, pour la décennie 2000, ça va être PHP et JavaScript. On va même dépasser JavaScript un petit peu. Est-ce que ça va continuer? Non. Et à partir de là, PHP ne remontera plus jamais au deuxième rang. Vous pouvez fast forward la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les technologies ont suivi le même parcours, de l'émergence jusqu'au succès, et ensuite, plus ou moins l'indifférence. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Il y en a beaucoup qui ont continué à être utilisées, mais elles n'étaient plus tendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va repartir dans les années 90. Dans les années 90, le web est tout petit, c'est balbutiant, mais on a déjà 42% des Américains à cette époque-là qui ont utilisé au moins une fois un ordinateur. Et nous, pendant ce temps-là, on démarre le Minitel. Donc c'est vous dire le niveau de gap qu'on avait entre la France et les États-Unis à l'époque. Dans les années 90, le CERN, c'est les premiers qui vont avoir l'idée de faire ça, le CERN à Genève, va avoir l'idée de créer le standard HTTP pour fabriquer des pages web. Donc parmi eux, il y avait un Français. Alors Tim Berners-Lee, c'est l'un des pères du web. Il y en avait deux autres avec lui, dont un Français qui a participé à faire ça. À l'époque,
l'époque, c'était surtout pour partager les papiers de recherche, justement, entre les différents centres du CERN. On peut noter quelques grandes avancées. Moi, je n'ai pas pu résister. Je vous mets la première webcam. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette image. Elle est super marrante. C'est des gars qui ont eu l'idée. En fait, ils ne voulaient pas se lever pour savoir si le café était prêt. Ils ont mis une webcam. Voilà, 91 première webcam. Jeff Bezos, juste à côté. Ça se remarque pas très bien sur cette image parce que c'est une vieille image qui est un peu floue. Bon, déjà, on voit qu'il n'avait plus de cheveux. Maintenant, il en a. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir qu'en fait, il bosse sur sa table, c'est pas une table, c'est une porte. À l'époque d'Amazon, quand Amazon a commencé dans les années 90, ils étaient tellement fauchés que leur logo il était peint à la bombe sur un pan de mur et que leur table c'était des portes parce que ça coûtait moins cher que des planches. Donc c'est vous dire le délire. Je vous ai mis aussi un petit screen de Marc Andreessen, mais ça c'est plus pour le swag parce que Marc Andreessen a quand même pas mal de gueule dans cette image. Le web, à l'époque, c'était ça. Vous vouliez faire du web, bon, vous faisiez un programme en C. Vous faisiez un programme en C qui écoutait sur un port, hein, tout simplement, et qui crachait du HTML. Génial. Vous avez envie de faire ça. Hein. C'est très vite devenu ça, du CGI. Donc une Command Line Interface. Vous avez globalement, on vous donne des primitives et vous les assemblez un peu avec un langage quel qu'il soit, que ce soit du Perl, que ce soit du C, que ce soit du... Voilà. Vous faites un peu comme vous voulez, mais on va pas se mentir, c'est pas extrêmement élégant. Alors il y a un gars, Rasmus Lerdorf, pour ceux qui connaissent. C'est je sais pas comment on dit, les Groenlandais. Je sais pas exactement comment on est censé dire ça. Il vient du Groenland, il y a une petite archipel du Groenland, et visiblement pendant les longs mois d'hiver, il n'avait rien d'autre à faire que de jouer avec son ordinateur. Il a pris tout ça, et l'idée des CGI, il l'a porté un peu plus loin. Il s'est dit pourquoi pas directement mettre le code que je veux exécuter dans la page HTML. Alors comment faire ça? Tout simplement avec des commentaires. Au début, PHP, c'était ça. Hein. C'était, vous écrivez des commentaires, et derrière, il y a une routine en C qui parse ce truc-là. C'était un parseur, hein, tout simplement. Il parse le truc et il exécute des routines C. Très rapidement, et Rasmus lui-même est le premier à dire, il ne sait pas trop comment ça s'est passé, très rapidement, ça a été adopté. Il a publié ça sur Internet et il y a des gens qui ont commencé à l'utiliser. Ils ont trouvé ça génial. Et il s'est mis à réaliser des versions. Donc on a, c'est d'ailleurs de là que vient le premier nom de PHP, Personal Homepage, à l'origine. Puis après c'est devenu, si je me rappelle bien, FI. Puis après c'est revenu à PHP pour finalement devenir Hypertext Preprocessor quand Goodman et Zuraski ont repris le flambeau. Il y a eu plusieurs réécritures, la version 2 en 96, en 98, il y a la version 3, et à chaque fois des réécritures du noyau. Et en fait, il faut bien comprendre qu'au départ, on parle d'un gars qui a fait un parseur, mais vraiment au sens où vous écririez un parseur comme pour Twig ou Blade, n'importe quel autre, ou Smarty pour ceux qui connaissent, et ça vous crache du code HTML. C'était vraiment ça au départ PHP. Et, excusez-moi. On en est très vite arrivé là. Rasmus, lui, pensait vraiment pas que le projet allait décoller. Et ça l'a vraiment surpris. Mais il a tenu bon, il a tenu le coup, il a continué à publier. Et il a fait des choses, il l'a dit lui-même dans certaines de ses conférences, il a fait des choses que lui-même il regrette, mais qu'il voulait écouter sa communauté, avant tout. Il voulait satisfaire, il voulait délivrer. Et donc, forcément, il y a des choses qui ont été émergées qui n'étaient pas du goût de tout le monde. Et il y a des choses qu'aujourd'hui on considère comme étant des erreurs, mais qui ont été énormes en leur temps. Il y a par exemple le register global, le fait d'avoir des variables qui représentent le formulaire qui était sur la page précédente. À une époque, c'était génial. Il fallait voir le code qu'il fallait mettre en œuvre pour lire un formulaire. Donc vous aviez ça, c'était juste super. Lui, ce qu'il voulait, c'était transformer PHP en une espèce de boilerplate pour écrire des routines C. Des routines C qui serviraient à faire du templating. Autant dire que quand on a fait de PHP ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un moteur de template qui produit des moteurs de templates, il n'était pas trop content. Mais il n'a jamais pour autant quitté le projet, il a toujours été là. Même quand en 97, on a Zurawski et Gutmans de l'université de Tel Aviv qui se disent « je vais faire un moteur e-commerce ».
ils n'avaient pas ce qu'il fallait avec PHP 2, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont lancés avec Lerdorf dans la refonte de la VM en fait, de PHP, et on est abouti à la version 3. Alors je ne sais pas qui a déjà codé ici sur la version 3 de PHP. Alors, moi je l'ai fait, c'est d'ailleurs ma toute première expérience en PHP, c'était en 2005. J'ai codé sur PHP 3, c'était pas tellement différent du PHP 5. Si on met de côté qu'il n'y avait pas vraiment de modèle objet qui tient la route, au final c'était globalement les mêmes fonctions, c'était globalement la même structure, c'était exactement la même syntaxe. D'ailleurs PHP a toujours été backward compatible, c'est une de ses forces. Au final, ça a super bien marché. Et les modules, la modularité qui a été permise avec PHP 3, c'est vraiment un truc qui a propulsé PHP dans la stratosphère. Les modules, ça a été l'ère de la... Alors, je ne sais pas si vous regardez... je ne sais pas si parmi vous qui regarde Rick et Morty. L'extension PECL. Qui a déjà utilisé l'extension PECL ici dans la salle? Donc, si vous aviez un module que vous n'aviez pas à l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas encore beaucoup de repos, notamment pour PHP, si vous vouliez compiler un module qui n'existait pas, sous forme de package, vous deviez le compiler vous-même, vous alliez sur PECL pour aller le chercher. Pareil pour Pyr. Pyr, à l'époque, c'était le composeur de l'époque, dans les années 2000, c'était de la merde. Ça marchait pas du tout. Et c'était avec ça qu'on installait Symfony 1. C'était une horreur. Dans les années 2000, on a vraiment tout fait. Ce qui a vraiment propulsé, pourquoi les années 2000? D'abord parce que le web prenait de l'essor. On avait AOL, Wanadoo et tous les autres qui mettaient des disques. Je me rappelle, il y avait dans les supermarchés, vous allez dans un supermarché, il y avait des galettes que vous preniez à la caisse pour le mettre dans votre ordinateur pour installer le client Wanadoo pour pouvoir aller sur Internet. C'est vraiment là que tout a commencé et du coup il y avait une demande du coup, pour le web et puis après pour le web interactif. Et alors là du coup forcément pour le interactif fini de mettre des images et des fichiers HTML sur un serveur. Vous faisiez une page avec front page et puis voilà, mon premier site était avec front page, puis je le mets sur un serveur, boum, voilà, terminé. Non, on ne pouvait plus parce que le web 2.0 c'est interactif, il faut que les gens puissent envoyer des trucs, il faut une base de données, il faut des formulaires. Comment vous faites ça? Bon, bien sûr, vous tapez l'API de Perl, merci, bonjour, et puis Perl ça coûte cher. Soit vous allez dire bonjour, vous allez taper à la porte de Microsoft, mais si vous n'êtes pas un professionnel, vous faites comment? Franchement. Ou alors, vous prenez du PHP. PHP c'est simple, ça marche, ça coûte pas cher. Et PHP, là où il a enterré dans les années 90 puis les années 2000 complètement ses concurrents, notamment Perl, c'est que PHP a toujours été une sandbox. Donc quand vous prenez PHP, vous prenez un serveur, vous pouvez faire autant de VOS que vous voulez, les VOS sont garantis d'être isolés. Donc vous ne pouvez pas avoir un script qui commence à regarder ce qui se passe vous ne pouvez pas avoir un script qui commence à regarder ce qui se passe dans les autres scripts ou dans les autres sites ou hooker les autres URL ou aller chercher dans une autre base de données. Vous pouvez sandboxer votre utilisateur et faire des serveurs mutualisés. Alors ça, les hébergeurs ont adoré parce que du coup, vous pouvez mutualiser les environnements et réduire les coûts. Donc ça a vraiment été avec, par exemple, prenez Perl, pour citer Perl encore une fois. Avec Perl, vous pouviez voler les requêtes de votre voisin si vous y étiez mutualisé. Parce que PHP, vous avez le Content Generation Hook, mais avec Perl, vous pouviez implémenter le URL Hook. Donc du coup, vous pouvez réécrire les URL des sites voisins pour qu'ils aillent sur votre site et pas sur le leur. Donc impossible de sandboxer ça. Bref, PHP est devenu premier au classement TIOB, on en reparlera, en 2004. Donc c'était vraiment... à partir de là que PHP a commencé à baisser en termes de popularité. Mais on reviendra sur ce que ça signifie que le classement TIOB à la fin. Quelques grandes dates quand même. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu l'époque des PHPBB, des forums avec vous pouviez mettre du pseudocode. C'était super rigolo. Mambo qui deviendra Joomla. WordPress, j'ai été surpris en faisant cette presse de trouver que WordPress ça avait déjà presque 17 ans. Truc de fou. PHP 5 et ZenEngine 2 qui sont arrivés en 2004. Je ne sais pas qui a commencé avec PHP 5 ici, peut-être avec PHP 4. Oui, 5, tout le monde. Alors, pardon, qui 4? Qui a fait avec 4? Un peu de 4, qui a fait avec 2? Donc tout le reste avec le 5. Quoi. Ok, on a ZFramework et Symfony qui sont arrivés, Magento dans la foulée. Bref. C'était une époque où vous alliez sur
sur classes.org, vous installiez, vous téléchargez des classes parce que pire ça marchait pas très bien. Juste dans des paquets, c'était pas encore ça. Vous installiez des classes en copier-coller dans les projets, c'était n'importe nawak. Mais ça marchait super bien, pourquoi? Parce que la stack elle était claire, elle marchait super bien, elle était simple à utiliser. Vous installiez, vous étiez sur Windows, vous preniez WAMP, vous étiez sur Linux, vous faisiez 3 lignes d'apt-get install, stack c'était fini, vous aviez un site en l'espace de 30 secondes. Il y avait personne à l'époque qui pouvait en dire autant. Il n'y avait pas une seule stack qui était aussi simple à maîtriser que PHP. Et puis après, en plus, le langage en lui-même, c'était génial. Vous ouvrez un fichier HTML, vous lâchez 3 tags comme ça, tag, vous avez directement du dynamisme. C'était fou. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais quoi? C'était en 2006, ouais. Pardon, en 2005. 2005, j'ai découvert PHP. J'étais comme un fou. J'étais en train de me prendre la tête avec les WinForms pour faire des interfaces graphiques. J'ai découvert PHP, j'ai dit non mais allez, laisse tomber les WinForms, on va faire du web. Tu rigoles ou quoi? C'est vachement mieux. Ah, il y en a qui ont vu The Dark Knight. Vous vous rappelez la période où il brûle tout son pognon? Si PHP avait aussi bien marché, c'est aussi une histoire de coût. La courbe d'apprentissage qui est très basse, ces technologies libres, ça a permis à des tas de startups de se lancer à moindre coût. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de startups qui font le choix d'aller vers PHP parce que c'est une techno pas chère, c'est une techno pour laquelle vous avez du support, pour laquelle vous avez des développeurs, et au final ça marche. Ça a pas l'air, ce graphique n'a pas l'air très impressionnant, il faut se rappeler qu'il est à l'échelle logarithmique, donc c'est en puissance de 10. Donc on commence à avoir quand même pratiquement plusieurs centaines de milliers de hostnames qui font tourner du PHP, des millions de machines qui font tourner du PHP de nos jours. Ce classement date de 2013 d'ailleurs, il a vieilli, mais j'arrive pas à en trouver les plus récents. Aujourd'hui, on en est où? J'ai beaucoup utilisé BuiltWith pour les statistiques et les prochains graphiques que vous allez voir. Parce que BuiltWith, il monitore les quelques millions de sites les plus visités au monde, et pas tous les sites. Parce que si vous prenez l'Internet dans son ensemble, et le web dans son ensemble, alors PHP représenterait 80% des serveurs. Mais en réalité, il faut exclure tous les sites qui ne sont pas utilisés. Donc là, vous tombez sur quelque chose qui ressemble à ça. 40 millions de sites aujourd'hui sur PHP. C'est quand même pas déconnant, ça représente la moitié du web sur les sites qui marchent. Le web serait pas ce qu'il est sans les CMS. Je sais que je suis pas un fan de WordPress, mais c'est une technologie sur laquelle PHP flotte beaucoup. Et WordPress à lui tout seul représente plus de parts de marché. Le deuxième c'est Drupal qui est à 6%, WordPress il est au tiers, c'est de la folie. Attention, au tiers des 10 000 sites les plus visités. Ça veut dire qu'un tiers des sites les plus utilisés dans le monde, les plus visités en termes de trafic, tournent sous WordPress. Je sais pas, c'est pas rien, quoi. C'est hyper important. On a parmi les plus gros sites qu'utilisent quand on vous dit ouais PHP machin tout ça, vous pouvez dire bah écoutez, voilà, il y a Amazon dessus, il y a Wikipédia, il y a Facebook, il y a Tumblr. Bon, Tumblr, ok c'est plus ce que c'était, mais quand même. Facebook d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'affaire, qui a utilisé hip-hop à l'origine, le langage hip-hop? Personne. Vous avez peut-être entendu parler de HHVM à une époque, quand tout le monde se barrait un peu de Apache et PHP 5 et que tout le monde commençait à aller vers Nginx, HHVM. Vous n'avez pas connu ça? C'était dans les années 2010. C'est pas un moteur de compilation de Facebook, je sais pas. Alors si, en fait, hip-hop à l'origine c'était Facebook. Facebook a beaucoup utilisé PHP dès le départ. En fait, Facebook au départ c'était vraiment que du PHP. Puis après c'est devenu du PHP avec de l'Ajax par-dessus. Puis le PHP n'allant plus assez vite, ils se sont dit allez Osef, on va faire un espèce de pseudo-langage par-dessus PHP qu'ils ont appelé hip-hop, HH, et qui compilait vers du PHP, mais qui pouvait être utilisé dans une de leurs VM qu'ils ont fait évoluer, qu'ils ont fini par réaliser, c'est devenu HHVM. Ils ont fini par mettre ça en libre. HHVM, elle avait des performances, c'était une tuerie par rapport à la virtual machine de PHP. Et ils ont fini par la réaliser en libre. Les gars de PHP l'ont vu. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait PHP 7 avec. Les implémentations, le just-in-time et toutes les économies de mémoire et tout le reste qu'on a fait avec PHP 7, on le doit énormément à Facebook et au travail d'amont qu'ils ont fait. Parce que bon, une fois que vous avez la VM qui existe et que vous avez les plans, bon, il suffit de copier, quoi.
Donc on pourrait presque dire d'ailleurs qu'il y a eu une espèce de battle entre Facebook et Google là-dessus. Google, son champion c'était JS, pour lequel il a essayé de toutes ses forces de propulser Angular et Dart, qui d'ailleurs n'est toujours pas mort, je n'ai pas compris pourquoi il est encore là ce truc-là. Et de l'autre côté, Facebook, qui a propulsé de toutes ses forces PHP. Donc voilà, gros respect pour les gars de Facebook. On les aime pas, mais on leur doit beaucoup. A votre avis, petite question sondage là, vite fait, qui est le concurrent le plus vénère sur la scène web de PHP? La réponse pourrait vous surprendre. Angular. Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu parles de langage, c'est ça? Oui, de plateforme. Ok. Tu dirais Java? ASP, pourquoi pas? Eh ouais. C'est ASP.NET. ASP.NET représente l'autre moitié du web parmi les sites les plus utilisés. Et dans le 2%, vous allez retrouver tout le reste. Encore une fois, on se base ici que sur les sites les plus visités. Hein. On n'est pas sur la galaxie de microsites que personne n'utilise. Qu'on le veuille ou non, Microsoft, avec les technologies .NET, avec l'implantation qu'il a, bref. Je sais même pas, en fait, j'ai pas réussi à retrouver de quand date ce diagramme, mais à un moment donné, il a été vrai et ça fait suffisamment peur comme ça. En fait, de se dire que le nombre de machines qui font tourner Java est un sous-ensemble du nombre de machines qui font tourner Microsoft, ça fait peur, quelque part. PHP, par contre, a été très populaire en France, à tel point que PHP représente 80% du marché en France et il continue d'évoluer à la hausse, surtout l'Internet mondial. Hein, d'ailleurs, ce graphique-là, c'est sur l'Internet mondial, celui-là, c'est que pour la France. Donc j'étais content parce que quelque part, la vidéo que vous avez vue en introduction qui montre que la popularité de PHP est en repli, en baisse, quelque part il faut nuancer ce repli parce que PHP est une technologie qu'on utilise toujours de plus en plus, apparemment. Donc ça continue de grimper. Non, pardon. Oui. Tu saurais nous dire qu'est-ce qui explique les grosses baisses et les grosses montées aussi? J'ai pas trouvé d'explication rationnelle. Parce que c'est quand même vachement marqué, quoi. C'est très marqué. C'est pas la sortie de nouveaux outils, genre, je sais pas, que ce soit du Node, que ce soit du React, ou toutes ces conneries. Où les gens ils disaient, ah c'est bon maintenant, on se fait sur JS, on oublie PHP, et au final, ils pètent un câble en JS, ils reviennent sur PHP. Quoi, Non, franchement, je me demande pourquoi il y a ces deux spikes. Je me suis surtout intéressé à la courbe de tendance, c'est vrai. PHP, c'est pas un langage parfait. Moi, ça fait pratiquement 15 ans que j'en fais. J'ai croisé des gens qui en font depuis pratiquement depuis l'origine. On est tous d'accord sur une chose importante, c'est que l'énorme problème de PHP, c'est ce qu'il ne sait pas faire. PHP fait très bien le web, notamment le produire du HTML, mais il peut le faire que server-side, déjà, ça c'est une tare. Et puis il sait faire que ça. Il est cantonné à ce modèle de client-serveur. Et franchement, vous avez déjà vu un projet, par exemple, faire une base de données en PHP? Pas avec PHP, en PHP. J'écris une base de données en PHP. Pourtant, je pourrais vouloir écrire une base de données en Java. Aucun problème, vous avez Cassandra. Vous l'écrivez en C++, aucun problème, vous avez MySQL. Vous pouvez écrire tout un tas de trucs avec tout un tas de langages. Pourquoi PHP? On n'a jamais rien fait d'autre que des applis web avec. C'est un vrai problème. Et je pense que ça vient du fait que c'est un bon langage de colle, un bon langage de lu pour assembler ensemble des trucs qui existent, mais pas tellement pour faire quelque chose de nouveau avec. J'ai essayé personnellement de faire du big data avec PHP, ça marche pas. J'ai essayé de faire des scripts serveurs, donc bash avec PHP, ça marche pas très bien non plus. Enfin, tu sens que c'est pas fait pour, tu sens que ce truc a été fait pour le web. Ça c'est Jean Passe. Dites bonjour à Jean Passe. Je vous fais marcher. Donc, pour beaucoup de raisons, notamment celle-là, le fait que, pardon, je ne suis pas passé assez de temps à parler de tout ce que les usages modernes du web. Évidemment, c'est ce que JavaScript et Python savent faire et que PHP ne sait pas faire. Essayer de faire des sockets en PHP, il y a bien un
un gars qui a fait un espèce de genre de météore équivalent avec PHP, ou des gars qui ont fait un espèce de React PHP, mais franchement j'y crois pas une seule seconde, je suis désolé les gars. Les notifications push avec PHP, bon bah t'es obligé de te taper un worker. Et aussi, si j'utilise React PHP pour gérer, pour faire du concurrentiel, et ça fonctionne plutôt bien. Contre-exemple utile, merci. Le big data, vous essayez de travailler directement du big data avec PHP, vous allez voir que niveau performance, c'est pas ça du tout, surtout si vous le comparez avec R et Python qui sont faits pour, là pour le coup. Pour les traitements asynchrones, bon bah essayez d'utiliser les pthreads, essayez d'utiliser l'extension. Il y en a qui disent qu'elle leak pas, moi j'ai toujours vu leaker. Essayez de faire du gaming avec PHP, tiens. Je vous mets au défi de faire un jeu avec PHP, enfin un vrai, hein, je veux dire quelque chose qui tient la route. Pour faire du mobile, bon bah ok d'accord, il va vous produire une page web mobile, mais après il va faire quoi? Bon, pas fait pour. Au final, voilà, le web continue de muter, le web continue d'évoluer et PHP est coincé quelque part dans les années 2010, dans les années 2000 à 2010, dans le web 2.0. Donc c'est pas étonnant que sa popularité soit en baisse. C'est une technologie qui est vieillissante, son âge d'or est derrière lui. Par contre, il est devenu très mature. On doit énormément à Symfony, au Chancellor, on doit énormément à Composer, on doit énormément à PHP Unit. J'ai rajouté la Ravel parce que je trouve que les Français ne sont pas assez aware de ce qui se passe au niveau de PHP. Mais voilà, ça c'est PHP versus Symfony dans le monde. Symfony, il n'y a qu'en France qu'on utilise. La France et les pays où on a des développeurs offshore qui parlent français. C'est français, c'est logique, mais le reste du monde utilise Laravel. C'est clair On a bien les claviers AZERTY. Pardon? On a bien les claviers AZERTY. Non, mais pratiquement toutes les populations ont chacune la layout de clavier, mais c'est pas la question. C'est que voilà, on est très très exception française. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je montrais avec ce diagramme-ci, c'est que dans le monde, PHP c'est 50% du web, en France c'est 81%. On aime PHP, on adore ça. Je vous ai mis quand même le graphe de l'index Thiomé pour vous montrer qu'effectivement on a eu pas mal de fluctuations, mais globalement, la période où on était dans le top 5, c'était les années 2000-2010. Maintenant, ça ne fait que décliner. Malgré le fait que PHP devient plus stable, plus résilient, mieux testable, plus outillé, mieux connu, plus performant. Comme quoi, c'est pas ce que les gens aiment dans un langage, c'est pas nécessairement qu'il soit propre, qu'il soit efficace. J'ai l'impression que c'est un peu ce que les gens aiment dans un langage, c'est surtout qu'il soit nouveau et qu'il permette de faire de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de PHP? On rentre, selon moi, dans une phase où PHP a réussi à se hisser. C'était pas l'objectif, en fait, c'était pas l'angle que je voulais départ dans mon talk. Moi, j'étais persuadé que PHP allait être une technologie qui allait disparaître. Et c'est en faisant des recherches pour ce talk que je me suis rendu compte que PHP n'est pas une technologie qui va disparaître. Je pense que PHP est une technologie qui va rester sur le long terme, comme du Java, comme du C#, comme du .NET, comme du VB, mais qui va arrêter d'être une technologie hype, une technologie on est sur le devant de la scène. Maintenant PHP sort une nouvelle version, so what? Ça va être un peu ça, ce qui va suivre. Donc, ça veut dire que PHP va aussi se standardiser. Je pense que dans les années à venir, on va voir apparaître de plus en plus de projets qui vont dire voilà, donc en fait quand vous faites un site PHP ou quand vous faites une app PHP, vous la faites de telle façon. Vous écrivez ça comme ça, vous mettez vos contrôleurs comme ça, vous mettez vos vues comme ça, vous mettez varnish par-dessus, ou vous mettez ce que vous voulez comme couche de cache comme ça, vous mettez votre base de données comme ça, et vous avez, voilà. Donc en gros, vous allez avoir des paths qui commencent déjà à être bien identifiés. Dans la plupart des frameworks, je ne sais pas si vous prenez Laravel, mais vous êtes sur des rails, littéralement. On vous dit comment faire, et il n'y a pas tellement de moyens de s'échapper. Donc ça veut dire que si les technologies, si les méthodes et les outils commencent à être de mieux en mieux maîtrisés, ça veut dire qu'il va falloir de moins en moins de développeurs pour faire le même travail. Donc ça veut dire que la ressource de développement PHP va devenir
de moins en moins importante, donc entendez de moins en moins cher. Moins en moins demandé. On a aussi le serverless, mais franchement j'y crois pas beaucoup. Qui a essayé déjà un peu de faire du Firebase ou des trucs comme ça? Ouais. Alors, est-ce que tu penses que c'est une menace pour PHP? Une menace pour PHP, non, je pense pas. Quoi. Parce que, c'est intéressant comme outil, mais. Bah ouais, après faut payer, mais genre, on est un peu dans l'ambiance SaaS. Maintenant, maintenant, on est quasiment ok pour payer pour le petit outil qui va faire le boulot. Quoi. Donc moi je pense que c'est plus pour ceux qui n'ont pas forcément accès à des développeurs pour faire le boulot, tu vois, ouais, clairement ils vont se diriger vers du Firebase et tout. Comme par exemple, tu as des boîtes qui n'ont pas envie de lâcher du build dans du DevOps, donc bon, bah, ils prennent du Heroku. Ok. Typiquement. Moi, ce que je pense surtout qu'avec l'énorme problème de serverless, c'est que vous allez la mettre où votre logique? Si vous la mettez client-side, alors à ce moment-là, n'importe quel fast follower va vous ken votre business. C'est clair. Donc, normalement, je ne suis pas entièrement sûr que le serverless va réussir à détrôner PHP. Et puis, bon, de toute façon, 40 millions de sites, ça ne se migre pas du jour au lendemain en serverless. Pareil, PHP, on l'a vu, largement porté par WordPress. Si demain, il y a un concurrent sérieux à WordPress qui sort, qui fait le même taf pour moins cher, en aussi simple, ça va être compliqué. Bon, actuellement, ça n'existe pas. Hein. Je vois pas ce qui pourrait le faire. Si le SQL et que les bases de données intégraphes également, mais ça, ça aussi, je ne suis pas entièrement sûr que ça va vraiment prendre de l'ampleur à ce niveau-là. Et si Composer se fait hacker, il y a beaucoup de gens en ce moment qui en parlent, pas pour Composer mais pour NPM. Et en fait, la menace existe aussi pour Composer. Et si il y avait un Gugus qui arrivait à prendre les clés du compte GitHub de Sensiolab et à publier un virus, il faudrait combien de temps pour s'en rendre compte et combien de machines se seraient infectées? Tu aurais des millions de machines qui potentiellement feraient tourner du code. Si jamais ça devait arriver, on aurait un gros problème avec Composer. Ça pourrait nuire à l'image. Bref. Tout ça nous amène à PHP perd de la notoriété. PHP peut perdre des parts de marché, il en perdra, je suis sûr. Qu'est-ce que ça veut dire sur les salaires? Alors c'est le moment de parler de bif. Les devs PHP à Paris aujourd'hui sont quand même très mal payés. Enfin, on est bien payé par rapport au reste du pays, voilà, et des autres secteurs d'activité. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. PHP, .NET, donc vous êtes deux cas au-dessus, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Là où à PHP vous êtes à 40, là vous êtes à 43. Là vous êtes à 50, boum, vous êtes à 52. Vous faites du .NET. Et si vous faites du JS, alors là, c'est encore deux cas de plus. Voilà, tranquille. Donc vous passez de 40 à 44. Tranquille. Mais tout ça c'est anecdotique par rapport aux tarifs qui se passent outre-Atlantique. Et là je ne sais pas si vous aviez les yeux dessus, mais c'est une grosse fête du slip. Concrètement, vous passez l'Atlantique, vous faites 100K. Il y a une tension sur le marché là-bas qui est énorme. Par contre là-bas, ça c'est une moyenne, toute profession technologique. Ça veut dire que là-dedans, il y a du data scientist, il y a du dev.js, il y a du Python, il n'y a pas que du PHP. PHP est en forte demande aux États-Unis comme ailleurs, mais voilà. Les devs PHP gagnent beaucoup plus qu'en France. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que développeur? Si vous voulez vous en sortir, vous avez trois choix, à mon avis. Vous pouvez vous expatrier et gagner directement plus d'argent. Vous faites un x2 sur votre salaire sans trop de problème. Si vous avez la possibilité de partir aux US, vous parlez de la langue, pas de problème. Ou alors vous partez sur une techno en gros stress. Donc en gros, vous ajoutez une corde à votre arc. Concrètement, je suis en train de vous dire, faites du JS. Pour ajouter JS, vous rajoutez quelques cas sur votre salaire directement. Si vous allez faire le PHP et le JS en front, en gros, j'ai envie de dire, pour un employeur comme moi, aucun problème. On appellera les investisseurs, on trouvera un moyen. Et il y a quand même une troisième voie pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'être tout le temps sur la vague. C'est vrai qu'être tout le temps sur le fil du rasoir, de pouvoir suivre les évolutions, etc., sur les marchés, les tendances, etc., pas forcément très marrant. On pouvait essayer de minorer.
Alors ça s'est vu sur du Java, ça s'est vu sur de l'Oracle, ça s'est vu sur du C, C#, Python, etc. Je pense que c'est aujourd'hui viable de dire que vous pouvez devenir expert long terme PHP, et auquel cas vous avez toujours une place dans une boîte il y aura toujours une boîte qui aura besoin d'un développeur PHP pour maintenir une vieille stack. Donc à mon sens, même la carrière de long terme en PHP fait sens, mais si vous voulez, à mon avis, tout ceci est mon opinion, si vous voulez continuer d'être pertinent en tant que développeur sur le marché de l'emploi dans les années 2020-2030, il va falloir se mettre au JS et au Python. C'est tout pour moi. J'espère que le talk vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Je n'étais pas là dans une partie de la presse, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de PHP 8 prochainement? Est-ce que ça peut relancer un peu le PHP? Est-ce que ça peut du coup inciter des jeunes développeurs qui arrivent sur le marché à continuer sur cette techno à l'apprendre? Alors comme je l'ai dit avant, en fait, le fait que ce qui a propulsé PHP en termes de visibilité et de notoriété, c'est surtout son fit avec le marché et pas vraiment ses fonctionnalités pures. Donc le fait que PHP soit mieux qu'avant, le nouveau PHP qui fait mieux qu'avant, à moins qu'il soit fondamentalement différent de PHP 7, et j'ai pas l'impression que ça va être le cas, au final, il sortira dans la même indifférence que quand on passera à Java 9. Je veux dire, quand on est passé à Java 8, je pense que ça ne vous a pas effleuré plus que ça. Voilà. Quand on a sorti la dernière version de C++, franchement, qui peut me dire quelle est la version actuelle de C++? C++ 20. Enfin, ça vient de sortir, mais là. Quand on est passé de la 19 à la 20e, qu'est-ce que ça a fait les gros titres? Est-ce que quelqu'un sur Twitter. Je peux vous assurer que quand vous avez une nouvelle version de React.js ou de React Native qui sort, là d'un seul coup, il y a du monde et on se motive. Mais alors quand c'est la nouvelle version de PHP ou la nouvelle version de C++, au final, so what? Donc au final, j'ai pas l'impression qu'une nouvelle évolution de PHP va inverser la tendance. Et je pense que la courbe de tendance est inversée, c'est un fait. Et elle va faire que continuer à dégringoler à la fois en termes de salaire et à la fois en termes de popularité. Les deux étant liés. Après, tu citais quand même pas mal de gros sites, de grosses boîtes qui étaient sur du PHP. Je sais pas, mais j'imagine que tu peux faire une migration sur un autre langage, c'est quand même assez lourd, c'est volumineux, c'est lent, voire même c'est risqué. Il va y en avoir. Hein. De la TMA sur des gros sites en PHP. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura toujours, pour quelqu'un qui décide de faire sa carrière sur du PHP pur, je pense qu'il aura toujours du travail s'il est bon. Mais ça fait moins sens pour des développeurs, on va dire, plus intermédiaires ou plus versatiles, de rester uniquement sur du PHP. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rajouter quelque chose dans le mix. Mais oui, concrètement, en 2030, vous commencerez à avoir de la TMA PHP. Je le pense très sincèrement. De la même façon qu'il y a encore aujourd'hui de la TMA COBOL, de la TMA ADA ou des vieux trucs sur des systèmes bancaires qui datent des années 70-80 et qui doivent être maintenus pour des raisons pas bien claires. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on ne va pas migrer toute une stack pour le plaisir. Est-ce qu'au final, le fait que ça fasse un truc et qu'il le fasse très bien, et qu'aujourd'hui dans le web, il y a tellement d'usages qui sont différents, parce que là, nous, dans notre boîte, on dit si on trouve des full stack, on est content d'embaucher. Mais après, dans les faits, trouver quelqu'un qui est full stack et expert sur plein de domaines, en fait, c'est super compliqué. Et du coup, les gens sont spécialistes sur. Soit tu es un expert de back, soit tu es un expert de front, soit un expert de je sais pas quoi. Et du coup, d'utiliser la techno qui convient bien. Je suis pas bien sûr de comprendre. Ouais, Est-ce que tu veux dire, est-ce que ça fait toujours sens d'être expert aujourd'hui? Non, du coup de se dire de rajouter plein de cordes à ton arc et qu'au final, en fait, il y a tellement de choses et de spécificités parce qu'effectivement, quand tu vois les premières photos, c'était facile d'écrire du PHP. Maintenant, il y a un milliard de trucs à connaître, peu importe le langage.
discute avec des fronts de Just Connect, c'est pareil, il y a toujours quelqu'un qui est en train de découvrir une nouvelle chose. Et je me dis, avoir un niveau expert sur plusieurs facettes du monde web, c'est quand même super compliqué. Et du coup, de se dire, est-ce que rajouter des cordes à son arc, c'est pas un peu du coup, de devenir un peu moyen partout. Et, Tu veux dire, oui, les Américains ont une bonne expression pour ça, ils disent Jack of all trades and master of none. ouais. Ça dépend, il y a beaucoup de gens qui vous racontent, qui vous disent que votre arbre de skill, ça doit être un T, où vous avez beaucoup de connaissances, où vous avez peu finalement de profondeur, et une connaissance où vous êtes expert. Quelque part, le sens de mon talk, c'est aussi de vous dire que si cette connaissance où vous êtes expert, c'est PHP, vous êtes quelque part en danger. Vous n'êtes pas en danger au sens où vous n'allez pas trouver de travail, vous allez en trouver. Vous êtes en danger au sens où vous allez laisser de l'argent sur la table. C'est-à-dire que si vous passez un peu moins de temps à faire du PHP et un peu plus de temps à faire du JS, vous gagnerez sûrement plus de bif. Encore une fois, c'est mon opinion. Donc je pense qu'il faut commencer en 2020, là c'est la nouvelle année, c'était l'occasion de bonne résolution. Ouvrir un de bouquins sur JS, ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De toute façon, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là. Dans l'histoire des langages, j'ai pas l'impression que ça ait jamais été pertinent en fait. La propreté ou l'élégance ou non. Est-ce que ça fait le taf? Est-ce que ça le fait pour pas cher? Est-ce que ça marche? Si tu peux répondre oui à ces trois trucs-là, bah, au final, c'est la technologie gagnante. JavaScript, c'est une technologie largement dégueulasse, faut le dire aussi, au moins aussi dégueulasse que PHP, du moins dans ses débuts et tout le reste. Et maintenant, on commence à peu près à le normaliser. Mais ça permet de faire tellement plus, pour ça qu'elle est adoptée. Il y a une espèce d'ubiquité aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec JavaScript, parce que c'est un langage de script beaucoup plus versatile. Vous prenez n'importe quoi, je passe mon temps à le dire, mais le gars qui a fait Node.js c'est le plus grand imposteur de tous les temps. Le mec, il a pris la Lib-C, il a pris JavaScript, il a fusionné les deux et il s'est dit tiens, voilà, Node.js. Ok. Quelque part, Rasmus, il n'a pas fait tellement différent. Hein. Lui, il a pris un parseur, il a pris la Lib-C, PHP. Mais au final, est-ce que ça a permis de faire quelque chose de nouveau et d'aider les gens? Bah ouais, bah, si ça marche, ça marche. Donc, je me suis un peu perdu. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est le moment d'ajouter une deuxième corde à son arc, même si effectivement ça peut paraître un peu dangereux, au sens où, je pense au sens où tu l'entends quand tu dis que c'est un risque d'être un peu moyen en tout. Je pense qu'un développeur moyen en PHP et en JS, aux yeux, c'est encore une fois mon opinion, à mon avis, un développeur qui est moyen en PHP et en JS vaut plus à mes yeux en termes de recrutement qu'un développeur qui est bon en PHP et nul en JS. Donc peut-être que sur le marché, en fait, les besoins sont plus rares pour un développeur vraiment expert, vraiment très pointu en PHP, que simplement quelqu'un, un développeur qui est bon en PHP et qui est bon aussi en JS. Bah, je vais te dire un truc, moi comme je te l'ai dit, ça fait 15 ans que je fais du PHP, je commence à être pas mal expert, je connais assez bien le langage, les petites spécificités de plein de versions, j'ai écrit des articles dessus, j'ai fait des expérimentations dans tous les sens, je l'ai tordu un peu dans tous les sens aussi, j'ai même joué avec les internals. Pour autant, est-ce que ça me sert dans ma vie, est-ce que ça m'a servi dans ma vie de développeur? Non, jamais. Parce qu'on m'a jamais demandé de faire ça. En fait, être expert PHP, vraiment l'expertise pointue et précise de PHP, à mon opinion, à mon avis, ça sert à rien. Pour faire un business de formation. Faire un business de formation, c'est bien, mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux former les gens dans ce qu'ils vont faire. Oui, c'est vrai. Plutôt qu'à être expert, moi ça me coupe les jambes de voir qu'il y a des gens qui vont faire un doctorat en sciences littéraires. Tu veux faire quoi avec ça, mon gars? Donc non, mais même quand vous allez aujourd'hui, vous allez à Saint-Plon, vous allez au wagon, vous avez des formations qui surfent sur la vague justement des développeurs qui coûtent cher. Qu'est-ce qu'ils leur font apprendre? Bon, ils leur font faire un peu de jQuery, ils leur font faire un peu de PHP, du Laravel et du Symfony. Et puis en avant, on roule les jeunesses. En fait, on leur apprend à monter un site, mais on leur apprend de façon pragmatique. On leur apprend pas dans le micro-détail. Ça, c'est une façon de faire qui est très française, quelque part, d'essayer de faire de l'expertise vraiment pointue sur un sujet. Mais je pense pas que ce soit utile. Parce que, soyons honnêtes, on ne vous le demandera jamais. La micro-optimisation en PHP, ça n'existe pas.
PHP est un veau et ce sera toujours un veau. En termes de performance, c'est naze. En termes de mémoire, c'est nul. Ça leak comme c'est pas possible. Et dès que vous mettez 3 extensions, vous prenez la tête à essayer de compiler ça. Ce sera jamais aussi performant que du Python pour faire ça, ou du Java, ou du C, ou du C++. Et puis en plus, après, il faut tenir compte de la communauté. Vous trouverez jamais, même si vous faisiez un outil génial en PHP, vous trouverez jamais personne pour le reprendre derrière. Si normalement cet outil aurait dû être fait en Python. Donc allez sur la technologie qui a le meilleur fit avec ce que vous voulez faire. Et comme aujourd'hui le web change d'usage, on est en train de changer, que ce soit en termes de plateforme, en termes de performance, en termes d'utilisabilité, etc., et que PHP n'arrive plus à suivre, PHP va continuer à faire du web statique, des API, et il est très bon pour ça. Ça coûte pas cher de faire des API avec PHP, c'est très bien. Mais pour tout le reste, JavaScript. C'était un peu long comme réponse. D'autres questions? Je vais laisser la main à Sylvain. Merci. Yes. Du coup, ça va être plus terre à terre et un peu plus, comment dire, sous forme de tuto. Il y a un micro à prendre. Et là les gars qui sont sur le serveur, ils sont en train de péter un câble avec le. Ça c'est bien. Ouais, c'est parfait. Ouais, du coup je disais ouais, donc, plus terre à terre. L'idée c'est le talk vient en fait d'une série d'articles qu'on a publié sur le Medium avec AC Connect pour expliquer du coup comment on sort un peu du problème de dès qu'on voit qu'on a un site en prod avec pas mal de trafic dessus, comment on s'en sort pour arriver sur des choses qui semblent être très simples. À éviter de devoir se lever la nuit pour faire des migrations de trucs SQL et en fait de pouvoir le faire en pleine journée sans aucun souci. Du coup, rapidement, donc, moi je suis le CTO chez AC Connect et donc on fait un logiciel de gestion pour les assos. On vient les aider sur 4 piliers, de la compta, du CRM,